Bonjour à toutes et à tous, Ludivine Lemarié, experte en leadership humain. Aujourd'hui, j'ai le bonheur de vous présenter Rémi Tremblay. Bonjour Rémi. Bonjour, je suis très content d'être avec toi et d'être avec vous. Mais moi aussi, je suis très contente et très honorée que tu prennes de ton temps pour eh bien, nous offrir ta vision du leadership parce que c'est ce que j'offre au travers de cette série. C'est la vision du leadership de mes invités. Et toi, Rémi, alors tu es le fondateur de la Maison des leaders au Québec. Je crois que ça fait plus de 20 ans que tu es entrepreneur et que tu accompagnes justement ces leaders à être de meilleurs humains pour être de meilleurs leaders. Alors ça m'avait vraiment impacté. Est-ce que tu veux nous en dire plus? Ben, peut-être pour vous dire un peu, dans le fond, moi, un peu comme toi, j'ai été, dans le fond, moi aussi, dans le fond, j'ai eu la chance d'animer des équipes pendant des années. J'ai créé la filiale d'ADECO au Canada. Donc, j'ai pendant 17 ans vécu une aventure extraordinaire. On a réinventé, je pense, complètement la façon dont on pouvait vivre dans l'entreprise. Aujourd'hui, on appelle ça un peu les entreprises libérées, mais on ne le savait pas à l'époque. Donc, ça a été une aventure formidable. Et je dirais que les leaders du Québec étaient tellement fascinés par ce qu'on vivait à la maison, ben, dans le fond, chez Adéco à l'époque, ils sont venus réfléchir avec nous, et ça a créé, dans le fond, cette espèce de communauté de leaders qui voulaient réfléchir un peu comme toi tu réfléchis, sur comment on peut être juste soi-même déjà. Parce que dans le fond, nous, on se dit, on peut-tu juste être le leader qu'on est? On peut-tu juste être nous-mêmes? Alors voilà, donc ça a créé cette espèce de mouvement qui est la Maison des leaders, un mouvement où on prend soin des leaders du Québec, on prend soin les uns des autres sur la route. Puis je dirais qu'aujourd'hui, par exemple, je dirais que le thème du leadership m'intéresse plus tellement, hein. Ce qui m'intéresse, c'est les êtres humains derrière. Et je réalise que, et d'ailleurs, quand je t'entends, j'ai l'impression que tu t'adresses davantage à l'être humain derrière le patron, derrière le chef d'entreprise. Euh, et, et je réalise que quand je m'adresse, moi, à l'être humain derrière le patron, ben, c'est l'être humain qui me répond et non pas le patron. Et donc, la seule chose que j'aurais à dire là, comme ça, tout de suite, c'est ça. C'est quand on quitte ces titres, ces couches identitaires pour vraiment juste être là comme être humain avec les autres, la vie devient beaucoup plus douce. C'est tellement ça que je partage pleinement avec toi parce que toi, tu dis meilleur humain, meilleur leader et moi, je dis remettre de l'humain au cœur de nos relations, au cœur de nos entreprises. Donc finalement, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Dans le fond, c'est un peu remettre de la vie. Tu sais, on a créé des entreprises extrêmement mécaniques, hein? Et comment remettre de l'organique dans, dans la mécanique? Ben, c'est en remettant de l'humain dans la boîte. Donc, ça m'inspire beaucoup ce que tu racontes et ce que tu fais. Alors justement, j'aimerais que toi, Rémi, tu nous partages ta définition à toi du leadership, parce que je pense qu'il existe autant de définitions que de personnes qui traitent le sujet. Et j'aimerais bien qu'aujourd'hui, tu nous livres, que tu nous offres la tienne. Ben, j'en ai plus. J'en ai plus, puis ça m'intéresse plus beaucoup. Mais D'accord. par ailleurs, il m'est apparu, après toutes ces années de réflexion avec les leaders du Québec, avec des moines, des philosophes, des artistes, parce que nous, on s'est dit, si on veut devenir un meilleur humain, il faut explorer tous les aspects de la vie. Absolument. Ben, j'arrive à la conclusion, la même qu'un de mes amis philosophes. Lui, il l'a vécu en lisant sur tous les philosophes et toutes les pensées du monde. Nous, on l'a vécu, on l'a découvert dans l'action, dans la vie. Mais on arrive au même endroit qu'on est appelé, les êtres humains, à quatre choses. On est appelé au courage, à l'humilité, à l'amour et à la création. Donc, et chez Adéco, à l'époque, on était arrivé à la même conclusion que, que ce qu'on pouvait s'attendre de nos leaders ou de nos organisations, c'était qu'ils soient un minimum courageux, humbles et aimants. Puis on a réalisé qu'aussi, ils devaient être connectés à leur élan créateur. Mm. Alors, je pense qu'il n'y a rien de différent entre un leader et n'importe quelle autre personne. On doit tous, leader ou pas, répondre à ces appels. Mon ami philosophe, lui, il met ça plus poétique. Il dit il y a l'appel en nous, l'appel du héros, qui est l'appel au courage, l'appel du sage, qui est l'appel à l'humilité, l'appel du saint en nous, qui est l'appel à l'amour, et l'appel de l'artiste, qui est l'élan créateur. Et je découvre aujourd'hui à la Maison des leaders, quand on permet à ces leaders, dans le fond, qui sont des êtres humains, de créer des environnements, des réflexions qui les amènent à être totalement à l'écoute de ces appels intérieurs, Mm. euh, ils deviennent de meilleurs êtres humains et automatiquement de meilleurs leaders, davantage au service de la vie. Waouh. C'est ce que tu nous livres là, ce sont des pépites, Rémi. Un grand merci parce que
tu vois, je vibre avec toi quand tu parles. C'est ce que ça m'avait fait d'ailleurs quand j'avais regardé ta première conférence que mon amie Diane Gagnon, notre amie commune Diane Gagnon, nous avait présentée virtuellement en fait. Et tu vois, moi je dis qu'il est important d'être leader de soi avant d'être leader des autres. Et je pense que là, clairement, je ne peux qu'acquiescer, qu'être vraiment dans l'élan, dans le même élan que ce que tu viens de partager. Et je dirais que c'est une vraie forme de sagesse que je ressens chez toi, que de pouvoir me dire, bah voilà, Ludivine, toi tu es experte en leadership humain, mais moi aujourd'hui le leadership, en fait, je n'ai même plus envie de le définir. Tu es la première personne qui ose me livrer ça comme ça. Et je trouve ça infiniment précieux. Ben, je suis heureux parce que tu sais, ce qui m'est apparu, c'est quand on commence à parler de leadership, ça veut dire qu'on veut développer son leadership et ça m'inquiète. Mm. Ça veut dire qu'on veut devenir quelqu'un d'autre qu'on n'est pas. Ça veut dire qu'on veut avoir une influence sur les autres, on va avoir un impact sur les autres, on veut influencer les autres. Et j'arrive à un moment dans ma vie où il me dit il faut faire fondre tous ces désirs. C'est ça. Notre travail, c'est d'aimer les autres tels qu'ils sont. C'est pas de vouloir les changer, de les influencer. C'est d'être à l'écoute de ces élans intérieurs, être à l'écoute des élans des autres. Et ensemble, on co-crée des milieux de travail, des projets extraordinaires. Donc, il faut faire fondre tout désir de vouloir mobiliser, motiver qui que ce soit. Et quand on parle de leadership, on entre dans cette espèce de pattern où je voudrais devenir un leader, mais pour qui, pourquoi? Mm. Euh, C'est alors, pour moi, quand ça commence à fondre, c'est merveilleux. Ça veut dire qu'on parle plutôt dans des équipes de travail de chacun son élan. C'est quoi les élans qu'on porte? Et quand tu disais être le leader de sa vie, même là c'est en train de fondre pour moi, ça. mm. Parce que leader, dans le fond, leader de soi, en fait. Leader de son soi et de son être, tu vois, de son être-té, en fait. ouais. Mais je dirais, pour l'instant, ce qui m'apparaît doucement, euh, à ce moment-ci de ma vie, c'est davantage d'être à l'écoute, effectivement, de cette autorité intérieure. C'est un Mm. peu le thème qu'on aborde cette année. On va explorer toute l'année. C'est le thème de l'autorité intérieure. Mais bizarrement, on ne peut pas parler d'autorité sans parler d'obéissance. Et je me sens de plus en plus bizarrement. Bon, mes amis d'enfance vont dire, je ne peux pas croire que Rémi le rebelle va dire ça, mais je suis de plus en plus obéissant et docile envers la vie qui circule en moi. Mm. Alors, je ne peux pas dire que je lead de moins en moins ma vie. Mm. La question qui m'apparaît toujours davantage, c'est pas tellement qu'est-ce que je veux faire de ma vie à partir de mes élans, mais c'est qu'est-ce que la vie veut faire avec moi à travers mes élans. Je comprends. Tu sais, je vais donner un exemple. Par exemple, si on plante tous les deux une bulbe de tulipe, euh, il va pousser une tulipe. Martin va être content. Ah oui! Martin, si tu nous écoutes, je t'en... Puis le problème qu'on a, les êtres humains, à ce moment-ci de notre histoire, et je pense qu'on va évoluer dans notre conscience, mais c'est que on peut être bien planté comme un bulbe magnifique et de tulipe, mais au milieu de la course, on se dit, imagine si je devenais un tournesol et j'étais au-dessus de tous les autres et je rayonnerais tellement plus, ce serait merveilleux. Alors imagine la bulle de tulipe qui décide de devenir un tournesol, penses-tu vraiment qu'elle va avoir beaucoup de succès? Hein? Mais non, elle n'arrivera pas. C'est pas ça qu'elle a à faire. Sa job, c'est de fleurir comme tulipe. Alors je me pose la question, c'est quoi ma job à moi? Ma job, c'est de laisser la vie circuler en moi et après d'être à l'écoute de la vie qui circule dans les autres. Et ensemble, quand on est très proche de ça, la vie devient palpitante, fascinante, organique. Il n'y a plus besoin d'avoir un tournesol qui se met au-dessus des autres. Oui, c'est vrai. Alors, tu vois, après, c'est tout l'art, en fait, de définir un mot parce que, justement, dans ma définition, dans ma vérité, on va dire à moi, Ludivine Lemarié, de ce que j'ai appelé le leadership humain, il y avait tout l'art d'impacter et d'inspirer positivement les autres par l'exemplarité pour fédérer et montrer le talent de chacun, tu vois. Donc, c'est pour ça que on doit être en vigilance et je te rejoins là-dessus sur l'utilisation des mots parce que finalement, on peut avoir beaucoup de croyances derrière des termes qu'on utilise, qui ont été aussi galvaudés, qui ont été aussi utilisés dans un système de croyances qui a fait que ça nous emmène vers des notions de contrôle, alors que selon moi et selon ce que j'enseigne aussi bien aux dirigeants qu'à l'université de Nantes d'ailleurs, aux étudiants, c'est justement de retrouver aussi cette tranquillité intérieure qui va faire que
Voilà, on va rayonner sans vouloir rayonner plus, mais rayonner avec. Et ça, j'adore ça. L'autre jour, j'entendais, bon, il y a une étude qui est sortie là, que ce qui faisait que les gens aimaient les leaders de qui ils relevaient, dans le fond, c'était le fait qu'ils étaient inspirants. Mmh. Alors, j'ai entendu un consultant dire, ben, je vais construire une formation pour amener les leaders à être davantage inspirants. Et c'est complètement paniquant parce que ceux qui sont inspirants ne cherchent pas à être inspirants. Ceux qui cherchent à être inspirants nous tombent sur les nerfs complètement. Donc, donc dans le fond, notre travail, et je sais que c'est ça, toi, tu as travaillé à être inspiré. Notre devoir, c'est d'être inspiré de la vie qui circule en nous, autour de nous. Et soyons inspirés, point. Et si ça inspire quelqu'un, parfait. Mais le problème des leaders, c'est qu'on veut devenir inspirant. Mais pour qui? Pourquoi? C'est comme les patrons qui veulent être mobilisants. Moi, je déteste quelqu'un qui veut me mobiliser. Ah, ça me gosse, quand bon québécois. Ah, c'est excellent, c'est Donc, quoi le travail, l'expression? Je ne connais pas celle-ci, pourtant je vous côtoie depuis longtemps, le Québec. Je ne connaissais pas celle-ci. ah oui, alors ça me gosse, ça veut dire que ça me tombe vraiment sur les nerfs, dans le fond. Les gens qui veulent nous mobiliser, nous inspirer. Dans le fond, chacun doit être dans son élan. Et un leader, son travail, c'est de demeurer inspiré. Hmm. Et peut-être ça influencera, peut-être pas. C'est un grand travail intérieur de faire fondre tout désir de vouloir influencer qui que ce soit. Notre travail, c'est d'être. Et je te vois, là, lumineuse, là, à l'écoute de tes élans en toi. Et tu n'as rien à faire, juste ça, ça m'inspire. Il n'y a rien à faire. C'est merveilleux, il n'y a rien à faire, on en a tellement fait trop. C'est ça, en fait, ce qui est fabuleux, c'est que finalement, on n'a plus besoin d'aller trouver, en fait, un espèce de jeu de rôle ou de mettre un masque. Et j'ai envie, du coup, de te demander à toi, Rémi, quels seraient tes conseils pour tous les dirigeants, les entrepreneurs, les managers qui nous écoutent aujourd'hui ou évidemment en replay, ce qui fait que, comment toi, Rémi, tu as pu trouver ta tranquillité intérieure? Ce serait quoi tes conseils pour ceux qui nous écoutent? Mais je dirais qu'une phrase que je n'avais pas saisie, que j'ai lue à 17 ans d'un de mes amis, je l'appelle mon ami, je ne l'ai jamais rencontré, mais Jiddu Krishnamurti, qui a écrit une phrase extraordinaire. Il dit: on commence à évoluer les êtres humains la journée où apparaît dans notre vie l'observateur et l'observé. Mmh. C'est-à-dire la journée où on commence à être capable de prendre de la hauteur par rapport à soi-même. Sinon, dans le fond, moi, une grande partie de ma vie, j'étais plutôt dans des automatiques. J'avais dans des automatismes. J'avais l'impression d'être libre, de faire ce que je voulais, mais dans le fond, j'étais inconsciemment dirigé par des automatismes à l'intérieur de moi. Et la journée où j'ai commencé à prendre de la hauteur, à m'observer, au début, ben, j'étais un peu culpabilisé, puis je trouvais que j'avais pas tellement d'allure. Mais tout à coup, je me suis mis à m'accueillir tel quel, à m'aimer, à rire de moi. Et cette capacité, je pense, qui s'est développée en moi grâce à d'autres qui m'ont aidé à m'observer, à faire des relectures de mes journées, à m'observer tel quel. Mais tout d'un coup, par l'observation, je me suis mis à comprendre des choses et à changer. Alors, ça a été cette observation. Ce que j'aurais peut-être comme, en tout cas, une des choses qu'on a explorées à la Maison des leaders quand même depuis 18 ans avec nos leaders, c'est on arrive à la conclusion. Ben, on n'est jamais conclu, mais à ce moment-ci, on arrive à l'idée que dans le fond, notre seule responsabilité, notre première responsabilité, en tout cas, c'est d'être bien. Parce que quand on n'est pas bien, les autres ne sont pas bien avec nous. Donc, notre premier travail, c'est d'être bien, comme tu dis, d'être plus tranquille intérieurement. Et je dirais qu'une des premières pistes, c'est d'essayer d'observer, peut-être à chaque jour, faire une relecture de sa journée, puis de se dire, ça a été quoi, mais à quel moment j'ai été très agité aujourd'hui? Parce que dans le fond, on veut trouver des solutions pour être plus tranquille, mais avant, il faut trouver les raisons qui font qu'on est agité. C'est ça. Hein? Donc, c'est comme quand les gens me disent, Rémi, les gens sont très fatigués. Hein? Présentement, surtout chez les leaders, on en retrouve énormément de gens très fatigués. Et quand ils viennent me voir, ils me disent, qu'est-ce que je pourrais faire pour être moins fatigué? Bon, bien sûr, on peut changer son alimentation, faire un peu plus de sport, mais il faut surtout monter en amont et découvrir les causes et les conséquences qui font qu'on est fatigué. Et quand on comprend ça, par exemple, on sait, les recherches sont claires, 90, on peut perdre jusqu'à 90% de notre énergie vitale dans les ronrons mentaux. Oh oui. Toutes nos inquiétudes, nos peurs, nos désirs, nos rêves, le désir de vouloir influencer les autres, de vouloir avoir un impact sur les autres, la peur de ne pas en avoir un, etc. Donc, et la journée où on réalise ça, on réalise que déjà, si on observait nos ronrons et tranquillement on apprivoisait ça, on serait beaucoup moins fatigué. Moi, aujourd'hui, j'arrive à. Il y a des journées que je travaille autant que quand j'étais patron d'Adéco avec 11 000 employés dans le pays.
Et la différence, c'est que je suis très rarement fatigué. Parce que je m'épuise beaucoup moins moi-même dans tous mes trucs intérieurs. J'ai de moins en moins peur, j'ai de moins en moins de. Ben, j'ai plus de vision, j'ai pas d'objectif, alors je peux pas être stressé de ne pas les atteindre. Alors, il y a tout. Donc, je dirais qu'il y a une capacité à s'observer sur quelles sont mes sources d'agitation à moi. C'est ça. Et C'est là, être capable de les observer. Et à partir de là, j'ai aucun conseil. C'est la journée où on les observe, qu'on commence à rire et à s'observer, à y fondre. Alors, ça va se faire tout seul. Il n'y aura rien à faire d'autre que de les observer avec tendresse. J'allais le rajouter parce que justement, c'est ce qui m'a manqué à un moment donné dans ma vie de cadre commercial et de manager. C'est que j'étais tellement exigeante avec moi-même que j'avais commencé à m'observer, mais avec jugement. Donc, pour le coup, je n'étais pas ma meilleure amie à ce moment-là. J'étais ma pire ennemie, tu vois. Et du coup, vraiment, tout ce travail intérieur que tu décris, je l'ai fait pendant presque 12 ans avant de réussir à m'accepter dans mon entièreté de femme, de cadre, de leader, etc. Et plus tard d'entrepreneur. Et pour le coup, cette agitation que tu décris, aujourd'hui, je suis comme toi, j'en suis presque libérée, on va dire. Je pense que j'ai encore un peu de travail à faire. Hein, Il y a encore des rechutes quand même régulièrement. voilà, des rechutes, exactement comme tu le dis. En revanche, les gens me disent: Ah, mais Ludivine, tu dégages une sérénité, une positive attitude à toute épreuve. Comment tu fais? Et quand je leur dis comment je fais, ils ne me croient pas. Parce qu'en fait, ils ont l'impression que c'est encore une méthode bisounours. Alors peut-être moins au Québec, mais en tout cas en France, on est encore assez dans ce jugement-là, hein, que les gens comme toi et moi, on vit sur une autre planète, qu'on n'est pas dans la réalité, alors qu'au contraire, je pense que c'est parce que quelque part, il y a cette forme de jalousie quand on a un côté tranquille, serein, apaisant, positif, joyeux. C'est comme si c'était pas du tout en association avec le mot dirigeant, entrepreneur, manager, tu vois. C'est comme si c'était impossible. Ben oui, mais tu as raison, parce que le travail que tu fais, en fond, c'est de réconcilier ça. C'est un travail de réconciliation qu'on a à faire. Exactement. Parce que de toute façon, il n'est pas question qu'on passe notre vie sans connecter à la joie profonde, Et à voilà. cet espace de tranquillité, même s'il y a plein d'agitation puis il y a plein de rechutes, de pouvoir goûter à ça, c'est quand même pas trop mal. Et moi, je réalise que quand je suis agité, j'agite tout le monde autour. Et oui, c'est Quand ça. je suis plus tranquille, ben, finalement, j'engendre comme de la confiance. Que je sois leader ou pas dans une équipe, là, mais je réalise qu'une personne dans une équipe qui arrive avec une certaine candeur apporte beaucoup à une équipe. Alors, c'est une nouvelle façon de voir la performance. Nous, aujourd'hui, à la Maison des leaders, on est convaincus qu'il y a un lien direct entre la qualité de la tranquillité intérieure des patrons d'entreprise et la performance de leur boîte. Évidemment, je rejoins. Et c'est une croyance qu'il faut un peu faire fondre, que c'est en faisant toutes sortes de trucs et en travaillant très fort et beaucoup qu'on aurait beaucoup de succès. C'est ça. Euh, c'est vrai, mais quand on fait ça, on crée aussi beaucoup de problèmes qu'on doit ramasser derrière. Mm. Alors, c'est ça la grande différence, mais c'est une croyance tranquillement qui peut fondre. Ouais, Mais c'est comme je me demandais aussi les autres trucs, ben moi, je peux peut-être te partager ou vous partager à tous deux zones d'intranquillité que j'ai découvertes quand j'ai commencé à m'observer moi-même et à regarder ce qui m'amenait. J'ai une des prises de conscience que j'ai faites, j'ai réalisé à quel point une de mes qualités premières était aussi devenue un peu mon défaut. mm. Euh, c'est un consultant qui m'avait dit un jour, tu sais, Rémi, ta plus grande qualité, c'est ton ouverture d'esprit, mais être ouvert tout le temps, surtout, ça manque un peu d'autorité intérieure. Il disait pas ça comme ça, mais c'était un peu ça. Et j'ai réalisé qu'effectivement, je me remettais toujours en question. Par exemple, je me disais, est-ce que je suis encore le bon patron pour Adéco? Est-ce que je suis encore dans le bon travail, etc. Et donc, j'ai été ça m'amenait beaucoup d'agitation inutile où j'étais très centré sur moi sans m'en rendre compte. Est-ce que je suis encore avec la bonne conjointe? Est-ce que je suis à bon endroit, etc. Et un jour, j'ai commencé à accompagner les gens autour de moi qui arrivaient et ils venaient me voir avec la même question. Rémi, je suis plus sûr que je suis dans le bon poste, dans la bonne entreprise, avec le bon conjoint, la bonne conjointe. Mais le pire, c'est que 3 mois plus tard, ils revenaient me voir avec la même question. Je me suis dit, on n'est pas stupides, les êtres humains. Comment ça se fait que cette question-là ronronne dans notre tête et on ne trouve pas tant de solutions? J'ai réalisé que c'était une très mauvaise question. Un jour, je suis tombé sur une phrase merveilleuse. C'était marqué, il faut faire confiance à la vie. On est toujours exactement là où on doit être. Mhm. Moi, je ne sais pas si entendre cette phrase-là, ce que ça vous fait, mais je t'inviterais et j'inviterais les gens qui sont avec nous
à juste la dire, cette phrase-là, pour voir ce qui se passe dans son corps quand je dis, à ce moment-ci de ma vie, je suis exactement là où je dois être. Et tout à coup, on réalise que ça peut être, on peut sentir que c'est comme une fausseté parce qu'on se dit, ben, c'est sûrement pas là que je dois être parce que c'est tellement difficile, ça n'a pas de bon sens, puis avec le patron qui n'a pas de bon sens. Mais on n'a pas dit qu'on était là où c'était le plus le fun d'être. On a dit on est là, exactement là où on doit être. Ah oui. Et moi, ça m'a énormément apaisé. Alors, quand j'ai parfois des petits relais et je me dis, bon, est-ce que je suis encore au bon endroit avec la bonne personne? Immédiatement, je me dis, Rémi, tu es exactement là où tu dois être. Je m'enlève du chemin. Mais comme j'aime me remettre en question, j'ai découvert qu'il y avait deux questions beaucoup plus intéressantes que celle-là. Alors, je vous dis tout de suite, la question, est-ce que je suis encore avec le bon conjoint, la bonne conjointe, dans le bon poste, dans la bonne entreprise? C'est une très mauvaise question. Quand elle apparaît, vous la faites fondre. Mm. La deuxième, les d'autres questions qui apparaissent, c'est comme je suis là où je dois être. Par exemple, moi, je suis avec toi aujourd'hui. Comme je suis exactement là où je dois être, qu'est-ce qui me reste à apprendre avec toi? Qu'est-ce qui me reste à contribuer? Et j'ai découvert que la journée où je mets toute mon attention puis mon énergie à contribuer et à apprendre, je suis beaucoup plus utile pour les autres et beaucoup moins agité. Alors, tu vois, ça, c'est déjà une découverte que j'ai faite. Ça a été pour moi, peut-être que ça parle à d'autres, mais ce qui est important, c'est que vous trouviez, vous autres et toi, quelles sont nos sources d'agitation. C'est ça. Frédéric Lenoir me l'avait partagé quand je l'avais interviewé aussi, je suis là où je dois être à ce moment-là donné de ma vie. Tu vois, quand tu le verbalises à nouveau, voilà, ça me retransporte dans cette sérénité finalement. Et c'est vrai que je me sens beaucoup moins fatiguée et au contraire, même les gens me disent parfois, mais où tu trouves toute cette énergie? Bah, parce que je pense que comme toi, je suis moins dans l'agitation. Ça nous arrive. Mais on la gaspille moins, voilà, c'est ça. Et quand on se concentre sur ce qui est bon pour nous, ce qui nous met en joie, parce que ça aussi, ça fait très bisounours en France de dire ça. Mais le jour où j'ai mis dans une interview de presse, mon baromètre, c'est la joie, on m'a regardé avec des yeux, alors ça y est, elle a pété un plomb. Mais tu sais, en même temps, là, ces mêmes personnes qui, dans un contexte de travail, disent ça, ils lisent tous les livres de Frédéric et de Christophe André, de tous mes amis, de C'est tous ça. nos amis, dans le fond. Mais c'est comme si au travail, ça se faisait pas. Mais ils en ont il y a une place en nous. C'est pour ça que quand on s'adresse aux gestionnaires, c'est une grande menace de parler de ça. Mais quand on s'adresse à l'être humain derrière, qui ne rêve pas davantage être heureux, connecté à la joie, être plus serein? Je connais personne. Absolument. Alors, la journée où tout d'un coup on parle d'être humain à être humain, on se dit, ouais, il me semble que ce serait quand même pas mal, hein, d'être un peu plus serein, plus tranquille, d'avoir des environnements de travail plus harmonieux. Et tout à coup, on découvre que ça engendre davantage d'abondance et de performance. Mais là, tout d'un coup, c'est la vieille croyance qu'ils font. Parce qu'on a l'impression qu'au travail, ben, c'est pas ça qu'on a à faire. Et pour moi, une des choses qui a fondu puis qui a aussi eu un impact sur mon agitation intérieure, c'est qu'il n'y a plus de séparation entre mon travail et ma vie personnelle. Dans le fond, je suis avec toi aujourd'hui, c'est ma vie. J'allais te le dire, c'est la réconciliation, parce que souvent, ils désunissent la sphère pro et la sphère perso. Alors que je leur dis, mais vous n'êtes pas un pro et un perso. Vous êtes un être humain, tu vois. Donc, merci. Mais tu sais, il faut en même temps se pardonner d'avoir fait ça. Parce que quand on a fait ça, les êtres humains, il y a des décennies, c'était tellement souffrant au travail. Tu sais, compensation en anglais, qui est la compensation financière, dans le fond, le salaire, ça voulait dire compenser pour la souffrance engendrée. Alors, les milieux de travail étaient tellement souffrants que la seule façon de survivre, c'était de se blinder. Et donc, de laisser une partie de soi au stationnement, au parking, et de rentrer au boulot avec une très blindée. Alors, ce qui nous a protégés pendant des années, aujourd'hui, c'est ce qui nous fait le plus souffrir. Mais et tranquillement, il faut avoir beaucoup de compassion pour soi-même. C'est normal qu'on ait mis ça pour se protéger. Mais comment on peut tranquillement laisser un peu se fêler cette espèce d'armure? Mon père dit d'ailleurs que heureux les fêlés, ils laissent passer la lumière. Oui. Alors, fêler notre armure tranquillement pour tranquillement s'en détacher et pouvoir être juste qui on est au travail comme à la maison. Mais parfois même dans nos familles, dans des familles très difficiles, dysfonctionnelles, on a mis des carapaces aussi pour se protéger. Tellement. Et donc, il faut avant tout observer ça avec beaucoup de compassion pour soi-même, beaucoup de compassion pour
les personnes, moi, j'accompagne des leaders que je trouve encore très prisonniers, très encarcanés dans leur armure. Oui, Je les ai jugés longtemps parce que dans le fond, je me jugeais moi-même en faisant ça. Puis aujourd'hui, j'ai beaucoup de compassion. Et je comprends qu'ils ont fait ça par peur puis pour se protéger. Alors, comment on peut ensemble commencer à ouvrir des dialogues, tranquillement avoir de plus en plus accès à notre vulnérabilité? c'est ça. Hein? Parce que je réalise comment la vulnérabilité, c'est une porte d'accès à soi-même. On travaille avec un moine extraordinaire qui s'appelle Ansel Grum. D'ailleurs, il faut absolument lire Ansel Grum. C'est un moine bénédictin allemand qui dit D'accord. que la meilleure porte d'accès pour avoir accès à l'autre, la porte de la rencontre, c'est la porte de la vulnérabilité. Mmh. Et je réalise que si moi, je n'ose pas être vulnérable, ben je légitime pas l'autre à être en contact avec sa vulnérabilité. Et finalement, découvrir que plus on est vulnérable, plus on est solide. Ça demande une immense solidité intérieure pour oser sa vulnérabilité dans un comité de direction. C'est ça. Alors, on pense que c'est de la faiblesse. Au contraire, quelqu'un qui se sent faible n'osera jamais démontrer sa vulnérabilité. Alors, moi, les grands leaders que j'ai connus dans le monde sont tous des leaders très en contact avec cet espace vulnérable en nous. Très, très intéressant parce que c'est tellement loin encore de la majorité ici, chez nous en tout cas. Et tes mots sont très apaisants, sont très encourageants et c'est vrai que j'ai beaucoup de connexions avec le Québec par rapport à ça parce que on œuvre vraiment, on est de plus en plus nombreux en France. Je fais moi-même partie d'un collectif à Nantes qui organise vraiment un événement, le plus grand événement managérial francophone sur justement l'innovation managériale de se dire qu'on peut changer les choses, tu vois. Et ça s'appelle les artisans du changement avec l'événement qui s'appelle la fabrique du changement. Et d'ailleurs, je redonnerai une conférence fin mai sur ce sujet. Et, euh, et voilà, et de savoir qu'on a nos grands frères au Québec qui ont aussi toute peut-être cette avancée par rapport à nous dans l'entreprise, hein, j'entends. Eh bien, c'est fabuleux de pouvoir réconcilier vraiment les êtres humains entre le pro, le perso, et de leur dire, voilà, vous voyez, ils sont au Québec, ils ne sont pas différents de nous, ils l'ont fait peut-être un poil avant nous. Et nous, on y arrive aussi, et c'est pas juste un rêve, c'est pas une lubie, c'est réel. Tu as raison, on a besoin d'exemples. Il y a aussi nos amis des pays scandinaves. Je trouve qu'ils Oui, sont en train de oui. réinventer les écoles, réinventer la santé. Mm. Je pense que ce que tu apportes, on a été beaucoup dans les dernières années dans une posture d'amélioration continue Oui, parce qu'on veut toujours être meilleur, meilleur, meilleur. Alors, on était. Mais pour moi, on arrive à un moment où il faut passer de. Il faut quitter l'amélioration continue parce que continuer à améliorer de façon continue des systèmes ou des façons de vivre qui sont basés sur des croyances qui ne font plus de sens, c'est juste être plus efficace à ne pas faire de sens. c'est vrai. Alors là, notre travail, quand on voit des problèmes, au lieu de dire on va s'améliorer, ben moi, j'aimerais ça qu'on développe une nouvelle posture. Au lieu d'être dans une posture problème-solution, qu'on se dise, OK, il y a ce problème qui arrive, et qu'on fasse un petit time-out, et qu'on monte et on se dise quelles sont les causes et les conditions qui ont engendré ça. Et tout d'un coup, on va découvrir les croyances qui nous ont amenés à mettre en place des systèmes de contrôle interne, des caméras cachées, etc. Et tout d'un coup, on va se dire, est-ce qu'on veut encore vivre dans la méfiance, avec une posture de sélection naturelle, que c'est le gros qui mange le petit quand on sait que c'est plus vrai? Est-ce qu'on veut encore être habité de vieilles croyances qu'on a démontrées fausses, mais qui ont dicté nos systèmes? Et en faisant ça, en revoyant ça, automatiquement, on est, on est, on peut pas faire autrement que complètement réinventer la façon dont on vit la vie dans l'entreprise. Alors là, je pense qu'il faut passer à une autre étape et on est à un moment où on doit réinventer notre façon de vivre dans nos familles, dans nos milieux, dans nos quartiers, comme dans nos entreprises. Complètement. Et pour moi, ça va de pair, tu vois, quelqu'un qui entame un travail sur lui ou sur elle, si c'est une femme, il va vraiment impacter positivement toutes ses sphères de vie, que ce soit le perso, le pro. Et ça, c'est fabuleux parce que euh, j'ai fait le choix de m'adresser aux dirigeants, aux entrepreneurs, aux managers parce que je savais qu'ils allaient transpirer ça, tu vois. Et quand on fait
quand ça transpire, ça infuse et ça contagionne en fait quelque part, tu vois, positivement. Et c'est vrai que j'ai fait ce choix de me poster à ce niveau-là pour être encore plus efficace ensuite, parce que si on commence par les salariés, mais qu'en haut, il n'y a pas cette ouverture d'esprit, cette prise de conscience, bah, ça sera un petit peu, on ira dans le mur, tu vois. Le plafond est bas. C'est vrai qu'avec les dirigeants et les entrepreneurs et les managers que j'accompagne, on fait ce que tu dis, c'est-à-dire que moi, je leur fais vraiment réécrire leur histoire de vie pour aller chercher la croyance, enfin, l'action ou l'épreuve ou voilà, ce qui s'est passé dans sa vie qui a généré cette croyance-là pour la dissoudre en fait. Mais ça, c'est vrai qu'on doit le faire au niveau individuel parce qu'on n'a pas tous et toutes les mêmes histoires, les mêmes conditionnements, les mêmes éducations, etc. Et c'est vraiment, je leur dis, mais faites-le avec amour et bienveillance pour vous. Voilà. Ouais, c'est bon de t'entendre. Effectivement, le leader, on dit, dans le fond, pour qu'il y ait un impact, mais déjà, s'il fait moins de dégâts parce qu'il est mieux. Parce C'est que dans le ça, fond, les patrons d'entreprise, parfois, quand ils ne sont pas bien, ils deviennent c'est comme si le plafond était bas. Hein. Ils sont tellement pas bien qu'ils engendrent de la souffrance autour d'eux. Et c'est c'est ça. vrai qu'on peut être multiplicateur de souffrance, on peut aussi être multiplicateur de joie. Mm. Mais, euh, mais on ne peut pas faire autrement que se rencontrer soi-même. Je regarde présentement, il y a toute une mode sur les entreprises libérées, etc. Libérer. Mm. Mais beaucoup de leaders que j'ai rencontrés m'ont dit, ben, j'ai voulu faire une entreprise libérée en étant très prisonnier moi-même de mes vieilles croyances, donc ça n'a pas marché. Donc, le premier travail, c'est de se libérer soi-même. D'ailleurs, le seul travail qu'on a à faire, c'est ça, c'est de se libérer soi-même de toutes ces vieilles croyances, de tous ces vieux mécanismes. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'une fois c'est fait, il n'y a plus rien à faire. Mais ça fait quelque chose. Ça a un impact, mais pas parce qu'on veut avoir un impact, parce que le fait d'être mieux, ben, ça a un impact. Tu sais, quand une fleur quand une fleur éclot, ça a un impact sur toutes les personnes qui C'est vrai. en sont témoins. Mais la fleur, elle ne cherche pas à avoir un impact. Elle ne fait que ce qu'elle est appelée à faire. Mm. Alors Wow. que nous, on fait ça, ben, automatiquement, ça a un impact. Alors, et tout d'un coup, on s'apaise, on arrête de vouloir influencer qui que ce soit. Mm. Oui, Mais ça a ça comme impact, comme un résultat. c'est ça. C'est ce que une amie québécoise, enfin française, qui est installée au Québec, elle m'avait dit, Ludivine, c'est l'art de la présence. Ouais. En fait, c'est ça. Je suis content que tu amènes ça parce que pour moi, quand les gens me disent, Rémi, mais c'est quoi mon rôle? Ce serait quoi le rôle d'un leader? Tantôt, on en parlait tantôt, puis je ne veux pas le définir. Mm. Je peux juste partir de moi. Il m'apparaît que mon seul job, mais ça, c'est très perso, Bien sûr. mon seul job, c'est d'être là. Mm. Et pour moi, c'est synonyme d'amour. Mon job, c'est d'aimer. Mm. Puis aimer se traduit par être vraiment présent à tout ce qui se passe autour de moi, à ce qui se passe à l'intérieur de moi. Être totalement présent à tout ça. Et c'est bizarre parce que on pense que c'est pas. On fait toutes sortes de choses d'autres que d'être là. Mais notre job, c'est d'être là. Et je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'Otto Schammer. Oui. Ah, ben, bizarre. Ben, lui, au moins, il est plus crédible que moi, là. Lui, il est dans une école, ben, même si j'ai été quand même patron d'une boîte cotée en bourse pendant tant d'années, lui, au moins, il a travaillé à Harvard, il était un grand chercheur, il a travaillé sur le leadership et il était convaincu de la croyance qu'un leader, c'était un visionnaire, un champion de la stratégie, etc. Donc, il a rencontré des leaders à travers le monde pour réaliser que, mon Dieu, c'était pas du tout ça. En tout cas, c'est pas ça qu'il découvrait. Il s'est dit, mais c'est quoi le lien entre toutes ces personnes? Il a découvert que leur lien, c'était qu'ils étaient tous des champions, des championnes du presenting, qu'il appelle en anglais. Ça veut dire que ce sont des êtres humains qui sont d'une telle présence à ce qui se passe autour d'eux, à l'intérieur d'eux, qu'il leur apparaît sur la route les stratégies, les opportunités qu'ils doivent prendre, pas prendre, tout leur apparaît sur la route. Alors, c'est merveilleux qu'aujourd'hui, des grands chercheurs d'Harvard viennent confirmer ce que toi, tu es en train de faire, de dire que dans le fond, notre travail, c'est d'être là. Et quand on est là, parce que comment, si je ne suis pas là, comment je peux savoir qu'est-ce qui est juste de faire, de dire, si je ne suis pas là? Alors, une grande partie de notre vie, on n'est pas là parce qu'on est en train de fuir le passé et de courir vers le futur ou de vouloir revenir vers le passé, alors on n'est pas là. Et je découvre aujourd'hui que ces leaders autour de moi qui arrivent à être vraiment présents aux autres, à leur vie, à leur marché, à leurs clients, à ce qui se passe, leur apparaît sur la route
tout ce qui doit leur apparaître. Et c'est très reposant. Oui, j'ai un immense sourire. Alors déjà que j'ai un sourire très, très contagieux, mais alors là, plus tu parles, plus je souris parce que j'ai l'impression que je vais avoir un sourire qui va être plus grand que mon visage parce que c'est, voilà, j'ai presque envie de dire Amen, tu vois. Ah, ben tu sais que, d'ailleurs, Amen, hein, Oui, ça, c'est un mot qu'on devrait recommencer à dire parce que dans le fond, nos parents me disaient ainsi soit-il. c'est ça, Donc, qu'il en soit ainsi. Et ça, exactement. c'est une autre source d'agitation, le fait qu'on est toujours insatisfait. Une de nos sources d'agitation première, c'est notre éternelle insatisfaction. C'est ça, oui, Mais quand nos grands-parents récitaient ainsi soit-il, c'était dans le fond, j'accueille ce qui est, c'est ça. sans jugement. Et moi, pour moi, être là, présent, aimant avec toi, et tout accueillir ce qui arrive dans ma vie, c'est pas du fatalisme. C'est rester là assez tranquille pour que je puisse passer de l'agitation qui vient de ma résistance à ce qui est là, à une action tellement plus intelligente et tellement plus juste. Mm. Donc, pour moi, de pouvoir dire régulièrement, quand je suis très heurté par ce qui arrive, ainsi soit-il. J'accueille ce qui est là, avec tendresse. C'est Et ça. là, il m'apparaît le geste juste, la parole juste ou le silence juste. Alors, je suis intéressé, c'est le fun quand tu dis Amen, ben c'est ça, ainsi soit-il, qu'il en soit ainsi. Si on répétait ça plus régulièrement, on danserait beaucoup mieux avec la vie. Mais oui, parce qu'il y a aussi cette notion, tu sais, ça me vient quand tu parles de ça, de ce que tu résistes persiste et de ce que tu embrasses s'efface. Bah, Oui, tu vois, ça, c'est, je sais plus qui l'a dit en premier, parce qu'il y en a plein certainement très qui beau. l'ont repris, mais en tout cas, ça me parle énormément et ça me vient quand tu évoques cette posture, tu vois. Et j'aurais presque envie d'enlever leadership de mon intitulé maintenant, tu vois. Ah, écoute, on va peut-être faire ça au même moment parce que moi, la maison des leaders, j'aimerais ça que ça s'appelle juste la maison un jour. Mais Ah, bon, bah tu ça, vois. pour l'instant, c'est pas très grave, mais je pense que leader, c'est déjà mieux que leadership parce que le leadership, c'est comme un concept. Mais c'est pour ça que j'avais rajouté experte en leadership humain, parce que je m'étais dit, on va comprendre la subtilité. Mais après notre conversation là d'aujourd'hui, écoute, j'aurais envie de tout faire éclater là et de dire, mais non, C'est experte en très humain, bonne je idée! sais pas où, oui, tu vois, il va falloir qu'on fasse un brainstorming, Rémi. Ben, c'est pour ça que, tu en fond, nous, ce qui nous est apparu, c'est meilleur humain. Dans le fond, on doit travailler. Puis même ça, encore, mes collègues ne sont pas prêts à l'enlever, C'est mais la meilleure. le meilleur, c'est si ça veut dire quand je deviens un meilleur humain, je suis plus utile pour les autres, ça va. C'est Si ça. c'est vouloir devenir un meilleur humain là, j'ai un problème. C'est ça. Parce que j'essaie de faire fondre en moi tout le désir de vouloir être meilleur. Parce que quand je dis ça, c'est que je me trouve inadéquat tel que je suis. Exactement. Et ça bloque quelque chose en moi. Quand je te dis à toi, par exemple, que tu devrais être meilleur, je suis en train de te dire que tu es inadéquat tel que tu es. Mhm. Et je ne veux plus créer d'inadéquat autour de moi avec ce regard que les autres devraient changer. Ma job, c'est d'aimer les autres, de les accueillir tels quels, à faire la même chose avec moi. Et je découvre aujourd'hui que ce faisant, on change. On change beaucoup. On ne change pas du désir de changer, mais on change de cet amour inconditionnel qu'on porte aux autres et qu'on se porte à soi-même. Parce que tout d'un coup, on se sent plus inadéquat. Et donc, par exemple, si moi je te dis, écoute, Ludivine, il faudrait vraiment que tu changes. La façon dont tu le reçois, c'est, oh mon Dieu, je suis inadéquate. C'est ça. Et là, si je ne change pas, j'entends que Rémi ne m'aimera plus. Alors, tu vas faire tu vas travailler premièrement, tu vas être crispé. Deuxièmement, tu vas faire beaucoup de choses pour essayer de changer pour me plaire, pour ne pas être jeté, dans le fond. Et il n'y aura pas de succès par rapport à ça. L'attention n'est pas à la bonne place. Si, par exemple, je te dis, Ludivine, écoute, tu n'as aucune allure, mais je t'adore. Alors, tu n'as pas de bon sens, mais je t'adore. Tout d'un coup, ce que tu me dis, c'est, hein? Rémi m'aime inconditionnellement. Alors, il est capable de me dire que ça n'a pas de sens, mais que je change ou que je ne change pas, je sens qu'il va m'aimer quand même. Et tout d'un coup, il y a un relâchement et l'énergie qui est relâchée, tout d'un coup, est mise à s'observer. Parce que là, quand même, on veut être à la hauteur de l'amour qu'on nous porte. Fait qu'on se dit, ben, il m'a quand même dit que j'avais pas de sens. T'sais. Alors, tu vas te mettre à t'observer avec tendresse. Et cette observation va faire en sorte que tu vas comprendre. Et en comprenant, tu vas changer. Alors, le changement, mon ami Thierry Jensen partage un peu cette même idée, qu'on a eu un dialogue là-dessus.
il vient de notre capacité à aimer inconditionnellement, non pas de notre désir de changer. Alors, ça, c'est une vieille croyance, que si tu veux changer, tu vas changer. Non. Pour moi, aujourd'hui, je découvre que l'amour peut davantage. C'est en se sentant aimé inconditionnellement qu'on se transforme. C'est en s'aimant inconditionnellement qu'on se transforme, pas en voulant changer. Et ça, c'est une croyance qui s'est installée nouvelle en moi, qui est tout à fait perso. C'est une pépite parce que je crois que si toutes les personnes qui rencontraient des conflits aussi bien dans le couple que, Oui. que dans le management avaient cette ouverture-là, tu vois, on minimiserait bien de la casse parce que Ben moi, j'ai déjà dit à ma conjointe à l'époque, puis aujourd'hui, j'ai un amoureux dans ma vie, mais il faudrait que tu changes là-dessus. oui, C'est épouvantable. Dans le fond, ce que je lui disais, c'est je te sens inadéquat, il faut que tu changes. Et si tu ne changes pas, peut-être que je ne serai plus là demain. c'est Je ça. le menaçais de mort, je le menaçais de rejet. C'est effrayant. C'est Écoute, alors pendant des années, j'ai créé des inadéquats autour de moi parce que j'étais insatisfait, parce que, un peu comme la plupart des patrons d'entreprise, on voudrait que les autres soient comme on voudrait qu'ils soient. Mais qui a dit que les autres devaient être comme moi je veux qu'ils soient? Les autres, ils sont comme ils sont. Qu'est-ce que c'est ça? Alors pour moi, ça, c'est une prise de conscience énorme. Puis j'ai encore des rechutes des fois, mais j'essaie de m'observer et de renverser ça parce que mon job, c'est d'aimer les autres tels quels, sans aucun désir qui change. Ouf! J'adore le Kikadi québécois. Martin, à chaque fois que je le vois, il est toujours Kikadi. C'est ça! Je vous aime tellement. Je ne sais pas, en fait, si le mot merci va suffire à tout ce que tu viens de nous partager, Rémi. C'est un trésor. Franchement, cet entretien, euh, j'allais dire, j'en sortirai pas indemne, mais en fait, c'est. C'est bien qu'on en sorte indemne. Je vais révolutionner leadership humain, je vais l'enlever de toute ma communication. Mais moi, je te remercie aussi parce que tu sais, les questions nous transforment plus que les réponses. Alors, j'ai été probablement plus encore transformé par les questions que tu m'as posées qui m'ont obligé à m'observer. Et j'espère que toutes les personnes qui t'ont écouté, là, qui nous ont écoutés, vont le réécouter en prenant les questions pour eux que tu nous as posées. Pour elles. Parce que ce que moi j'ai raconté, c'est pas très intéressant. C'est ce qu'eux vont découvrir puis ce qui va résonner en eux à partir de ce qu'on s'est raconté. C'est vrai. C'est ce Alors, je te remercie. Pour moi, ça me fait tout bizarre d'être à Québec, là, dans la neige et d'être en même temps avec toi à Nantes. C'est un beau cadeau aussi que toute cette évolution nous permet de C'est vivre. vrai. C'est vrai que la technologie nous aide énormément et j'ai toujours cette gratitude quand je coach avec la Suisse, le Québec, d'autres pays voilà, où vraiment la francophonie est installée. Et c'est vraiment un immense cadeau. Donc, on s'est offert tous les deux, on offre à toutes les personnes qui vont avoir voilà, le bonheur de nous regarder, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, enfin peu importe, sur les réseaux sociaux. Et donc, comment est-ce qu'on peut faire pour te retrouver, Rémi, si jamais les gens qui nous écoutent veulent te retrouver? Mais la meilleure façon, c'est d'aller, bon, c'est sur tous les médias sociaux, mais aller sur le site web de la Maison des leaders, qui est en reconstruction, mais quand même, il y a quand même de l'information et on vient de créer justement, c'est pour moi, c'est les jeunes leaders de la maison. On dit, Rémi, on a eu beaucoup de demandes d'Européens ou de gens de la francophonie, des Haïtiens qui voudraient pouvoir réfléchir parce que la Maison des leaders, c'est une communauté, mais c'est davantage devenu un mouvement parce qu'on veut créer, on veut travailler fort à ce qu'il y ait un point de bascule au niveau de la conscience humaine. Donc, vous pouvez maintenant, de la France, faire partie de ce qu'on appelle la communauté virtuelle. Alors, pour à peu près pas de frais, vous allez avoir la chance d'avoir nos webinaires, mais c'est surtout que vous allez pouvoir contribuer à ce grand dialogue qu'on est en train d'avoir, cette conversation qu'on a à travers la communauté qu'on appelle la communauté virtuelle. On le fait surtout pour les gens qui étaient loin de Québec et Montréal. Donc, ça va nous faire plaisir. Et moi, je serai aussi avec les APM, je serai chez vous en juin et en septembre. Waouh, Donc, je vais être heureux d'être avec vous. quelle bonne nouvelle! Je mettrai le lien de la Maison des leaders sous la vidéo pour que Ah, ben, ça va nous faire plaisir. voilà, pourront cliquer pour aller te retrouver. Merci beaucoup. Merci infiniment, Rémi, et à tout bientôt. À tout bientôt. Bye.